L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, on parle ce matin du pape, de sa santé et de l'annulation de sa visite à Dubaï à l'occasion de la COP28 avec Philippine de Saint-Pierre, accréditée permanente au Vatican. Bonjour Philippine. Bonjour Honorine. Le pape François est donc malade depuis plus d'une semaine. Question directe, que sait-on de sa santé ? Les dernières nouvelles officielles que nous ayons eues, c'est que son état de santé s'améliore, il n'a plus de fièvre, il poursuit sa thérapie antibiotique qui lui a été prescrite. Et c'est la raison pour laquelle il est prudent depuis quelques jours. Dimanche encore, il n'a pas récité l'Angélus depuis le balcon pour ne pas s'exposer au vent froid de décembre. Mais depuis un salon de la résidence Sainte-Marthe, depuis quelques jours, on voit qu'il suit plutôt les avis des médecins. Il a confié jeudi lors d'une audience être atteint d'une bronchite très aiguë, infectieuse. Alors, bon, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il a, sauf qu'il y a une infection des poumons et qu'il reçoit des antibiotiques par intraveineuse. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Il lit plus ses discours parce qu'il est très essoufflé. Oui, on Et donc, entend. voilà, aussi bien à l'Angélus qu'à l'audience générale, il demande à un prélat de lire ses textes. Et puis, son agenda a été plutôt allégé, y compris avec donc l'annulation de ce voyage à Dubaï. Vous avez évoqué son poumon. On dit que depuis qu'il est jeune, qu'il a à peu près 20 ans, il a un poumon en moins, c'est ça ? Ouais, alors là, c'est un peu une légende urbaine. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup dit au moment de son élection. Ça faisait partie des premières notices biographiques. De fait, il a eu une résection du poumon. Donc, on a enlevé un petit bout d'un des poumons. Mais non, le pape ne vit pas avec un seul poumon. Il en a bien deux, dont un plus fragile. Comment est-ce que le Vatican communique sur ce sujet si sensible de la santé du pape ? Alors, on a vu sur cet épisode-là qu'il y avait une vraie volonté de communiquer. Nous, les journalistes accrédités permanents, nous avons reçu à plusieurs reprises, quasiment tous les 2 jours, des mots sur messagerie de Matteo Bruni, qui est le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, nous donnant des informations sur l'état de santé du pape. Il y a peut-être là un peu d'apprentissage à la suite d'un crash de communication en juin dernier, où on nous avait dit le pape s'est rendu à la clinique pour des examens qui étaient prévus de longue date. Nous qui avons accès à l'agenda officiel, on était un peu surpris parce que c'était écrit nulle part. On a découvert après qu'il avait été hospitalisé en urgence. Et là, évidemment, ça alimente dans ces cas-là toutes les rumeurs, toutes les Les extrapolations. soupçons aussi, Voilà. oui. Donc là, ils ont voulu communiquer de façon posée, très régulière auprès des journalistes, avec évidemment toujours un petit doute sur la sincérité de cette communication. Je rappelle que concernant le pape émérite Benoît XVI, le dernier communiqué que nous ayons eu, c'était le pape émérite a passé une très bonne journée, il va très bien et il était mort le lendemain matin. Ce n'est pas, la première fois que François annule un voyage, pour raison de santé. Non, c'est la deuxième fois pour raison de santé. En 2022, il avait annulé à 3 semaines du départ, le voyage qui était prévu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Oui, on C'était s'en souvient. prévu début juillet et puis ses médecins lui ont dit: «Non, le genou va trop mal, vous allez compromettre, tout ce qu'on est en train d'essayer de faire pour le rétablir» et il avait, à contrecœur accepté d'annuler ce voyage qui a finalement été honoré, quelques mois plus tard en février 2023. Et puis, c'est pas sa première annulation parce qu'en 2020, il avait aussi dû ajourner un déplacement à Malte qui était prévu au mois de mai, mais c'était du fait de la pandémie de Covid. Est-ce qu'une telle annulation de voyage, pour raison de santé, était déjà arrivée sous d'autres papes? Alors, depuis que les papes voyagent, c'est-à-dire depuis Paul VI, bien sûr, Oui, parce oui. qu'en fait, c'est assez récent, Oui, ces c'est voyages c'est Paul pontificaux. VI qui a commencé, en tout cas à l'époque contemporaine, à prendre l'avion pour, se rendre comme successeur de Pierre, comme pasteur, en visite dans les différentes églises particulières pour conforter et confirmer ses frères dans la foi. Paul VI, il a renoncé aux voyages internationaux pendant une assez longue période, entre 70 et 78. Il y avait eu juste avant une tournée absolument épuisante en Asie et en Océanie. Au cours des 6 premières années de son pontificat, il s'était rendu dans des terres très, très lointaines, au bout du monde et ensuite il y a eu, 6 années de stop. Voilà. Il y a eu des voyages qui ont été empêchés aussi. Par exemple, Paul VI en 66 voulait aller en Pologne pour le millénaire du baptême du roi Mieszko Ier et les autorités communistes ont accepté de le recevoir, mais n'ont pas accepté de transmettre à la télévision et de donner un écho international à cette visite. Et donc Paul VI y a renoncé en déclarant publiquement ce pèlerinage
ne nous a pas été permis. Alors, il y a Paul VI, il y a Jean-Paul II. Jean-Paul II, le pape globe-trotteur, hein, on a tous en tête toutes ces images de Jean-Paul II descendant de l'avion et dans ses jeunes années de pape, embrassant le sol de la terre qui l'accueillait. Il a aussi dû renoncer à plein de projets, Jean-Paul II. Hong Kong, par exemple, hein, dans les années 80, il voulait absolument y aller et les autorités de la Chine communiste Là, ont fait c'était une pour des raisons énorme politiques. pression. Mmh. Voilà, c'était pas des raisons de santé, c'était des raisons politiques pour empêcher que le pape y aille. Il y a eu des raisons de sécurité aussi, hein. On se souvient de Sarajevo, c'était prévu le 8 septembre 94 et ça a été annulé in extremis. La ville était assiégée littéralement par l'armée serbe et donc pour des raisons de sécurité, le voyage a été annulé, d'autant plus que le leader serbe Radovan Karadzic avait déclaré que ces miliciens ne pourraient pas assurer la sécurité du pape durant son séjour. Donc il y avait des risques très très sérieux et Jean-Paul II a renoncé avec beaucoup d'amertume. Là aussi, il s'en était expliqué. Puis il y a eu un autre voyage annulé sous Jean-Paul II. C'était prévu à Our, la ville d'Abraham, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. C'était prévu pendant sa grande tournée, vous savez, pour le jubilé de l'an 2000, pèlerinage sur les pas des prophètes de l'Ancien Testament. En fait, il y avait un risque de récupération politique par le régime de Saddam Hussein et donc finalement, ça ne s'est pas fait. Mais on se souviendra que eh bien, cette promesse et cette visite ont été honorées en mars 2021 par son successeur, par François. Et puis d'ailleurs, un autre lien, Jean-Paul II voulait se rendre en Mongolie. C'était en 2003 et le voyage avait été annulé. Cette fois, précisément pour raison de santé, le pape polonais n'était pas très en forme cette année-là, on s'en souvient. Et eh bien, le voyage en Mongolie avait été reporté. Quant à Benoît XVI, que je n'ai pas cité, eh bien, Benoît XVI, il a effectué absolument tous les voyages qui ont été annoncés. Mais en même temps, vous savez, au moment de toutes les réflexions autour de sa renonciation, eh bien, son entourage a dit que la perspective des Journées mondiales de la jeunesse de Rio, qui représentait un voyage assez considérable, Un très grand voyage, oui. voilà, ça avait aussi un peu pesé dans la balance, en tout cas dans sa propre évaluation de sa capacité à tenir la charge, dans la perspective d'un voyage aussi fatigant. En sachant, comme il l'a dit et puis comme l'a dit François à de nombreuses reprises, qu'aujourd'hui on considère que ces voyages, ces visites apostoliques font vraiment intrinsèquement partie, de la mission du pape. Revenons à Philippine de Saint-Pierre, à ce projet justement de voyage du pape François, pour participer à la COP28 à Dubaï, voyage donc qui a été annulé, on vient de le dire. Pourquoi est-ce que le pape François voulait-il s'y rendre? On connaît, l'importance de l'écologie dans le magistère du pape François. C'est le pape de Laudato Si, puis de Laudate Deum qui vient de paraître depuis le 4 octobre dernier et qui ont participé sans doute à un élargissement de la prise de conscience écologique, dans l'Église. Le drame climatique et ça c'est important dans la vision de François, c'est aussi un drame religieux, parce qu'il trouve sa source dans la présomption d'autosuffisance de la créature. Voilà, les religions, sont la conscience de l'humanité pour le pape. Elles doivent, encourager, des styles de vie sobres et fraternels, éduquer à la contemplation et donc eh bien, dans tout cela, il y a aussi le rappel de la finitude de l'homme. Nous sommes mortels, nous sommes limités. Protéger la vie, c'est aussi s'opposer au délire de toute puissance qui fait partie des causes, de ravage de la planète aujourd'hui. Donc, il y a une très grande cohérence avec l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que François est original par rapport à ses prédécesseurs dans son insistance, sur l'écologie? Son simple nom d'ailleurs nous dit quelque chose de son lien, avec, François d'Assise. Alors évidemment, dès le départ, on a compris avec François qu'il y avait, «Va, rebâtis ma maison», mais qu'il y avait aussi toute cette dimension attachée à François d'Assise, de l'amour de la création et de toutes ces créatures. En même temps, il faut pas croire que c'est François qui a inventé la préoccupation de l'Église catholique pour l'écologie, pas du tout. La première mention d'ailleurs dans les écrits pontificaux d'une catastrophe écologique à venir, ça se trouve sous la plume de Paul VI. C'est dans un discours à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et c'est, tenez-vous bien, en 1970. Donc il y a plus de 50 ans. Et Paul VI, il va y revenir C'est à intéressant plusieurs de nous le reprises. rappeler parce qu'on l'avait peut-être oublié. En Oui, tout cas, on moi a je l'avais oublié. l'impression qu'on vient de retrouver ça C'est avec ça. François qui attire notre attention. Non, non, Paul VI, 1970, il y a plus d'un demi-siècle.
met en garde contre une catastrophe écologique imminente. Un de ses discours les plus marquants sur le sujet, c'est 2 ans plus tard aux participants de la conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm, où il va, donner un grand discours avec tous les concepts, écologiques et modernes pour l'époque, comme l'inséparabilité de l'homme et de son milieu. C'est vous dire que l'Église a quand même vraiment beaucoup, réfléchi là-dessus. C'est ce que montre d'ailleurs un très bon livre du frère, Thomas Michelet, «Les papes et l'écologie». Alors bon, c'est vrai qu'après Paul VI, la fin de Paul VI et puis le début de Jean-Paul II, on se désengage un peu du sujet, mais il y a un retour de l'écologie au centre du magistère pontifical avec Jean-Paul II, en 1990. Souvenez-vous, son message pour la journée mondiale de la paix, qui est aujourd'hui vraiment considéré, y compris dans des milieux pas du tout catholiques, hein, comme le premier texte d'un pape qui est consacré de façon globale à l'écologie. Et c'est là que Jean-Paul II écrit: la société actuelle ne trouvera pas de solution aux problèmes écologiques si elle ne révise pas sérieusement son style de vie. On croirait lire du François. Là encore, c'est il y a plus de 30 ans, sous la plume de Jean-Paul II. Puis il ne faut pas oublier que Benoît XVI, on l'appelle le pape vert. C'est Benoît XVI qui a eu pour objectif de faire de la Cité du Vatican le premier État du monde à avoir un bilan carbone équilibré, c'est-à-dire à compenser ses propres émissions de gaz à effet de serre. On se souvient de tout le développement sur cette question dans Caritas in Veritate, l'une des grandes encycliques de Benoît XVI, qui voulait aussi, hein, dénoncer les attaches néo-païennes de plusieurs mouvements de l'écologie politique. Donc, il appelait vraiment les catholiques à s'emparer du sujet pour lui donner sa pleine dimension. Alors, évidemment, François, il s'inscrit dans cette filiation. En même temps, il apporte des choses vraiment nouvelles, notamment par sa détermination et sa volonté d'entrer dans le jeu de la réflexion collective à l'échelle mondiale, d'où son désir, d'aller à la COP 28. Philippine de Saint-Pierre, le discours qui était prévu, par le pape François a été lu à Dubaï par, les cardinals Parolin. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les points, principaux? C'était quoi le cœur de ce discours? Je dirais 3 points principaux. D'abord, le rappel de l'urgence. L'urgence. Les tentatives de faire retomber la responsabilité du dérèglement climatique actuel sur les nombreux pauvres et sur le nombre des naissances, le pape, proteste, vigoureusement là-dessus. Les naissances ne sont pas un problème, mais une ressource. Il s'agace des modèles, idéologiques et utilitaristes qui sont, souvent utilisés et qui sont imposés aux familles, et aux populations. Et puis l'urgence de la conversion écologique, hein, c'est le cœur, du message. Un mot peut-être, pour conclure en revenant à l'état de santé du pape, Philippine, vous qui suivez bien tout cela en tant que vaticaniste, est-ce que ça alimente les rumeurs justement, au Vatican? Bon, d'abord, ça paraît être une lapalissade et ça fait aussi partie de la légende noire du Vatican, mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour alimenter des rumeurs. Et de fait, dès lors qu'un pape est relativement âgé, et c'est le cas de François, eh bien, 87 ans, hein? les rumeurs s'intensifient. Ouais, 87 ans. 87 ans, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pape François, il est plus âgé que Jean-Paul II à sa mort et il est plus âgé que Benoît XVI à sa renonciation. Donc forcément, il y a un impact du grand âge. Il y a une fragilisation, ça n'a rien de stupéfiant ni de scandaleux d'ailleurs. Et c'est au pape de déterminer, tant qu'il est en vie, s'il est en mesure, hein, d'exercer cette charge. Et il a confié à plusieurs reprises que ça faisait partie des questions qui l'habitaient. Donc vraisemblablement, lui, il réfléchit à ce sujet. En même temps, on sent la détermination de François et une détermination qui ne ralentit pas. Bien au contraire, quand on voit au cours de l'année 2023, qui est presque finie là, le nombre d'initiatives, de textes, de publications en tout genre, d'interventions directes du pape François dans énormément de dossiers, on voit bien que il ne semble pas être dans la situation psychologique de se dire: «Tiens, je vais lever le pied». Même si là, dans ce dernier épisode, pour la première fois quasiment semble-t-il, il a l'air d'être très prudent et très obéissant aux injonctions de ses médecins. Alors oui, des rumeurs, il y en a, pour, savoir, combien de temps va-t-il tenir, quelle est sa santé réelle, au-delà des communiqués, qui nous sont donnés et dont je l'ai dit, il faut quand même se rappeler que c'est de la communication
publication, donc c'est pas forcément, de la véracité à 100. Bien sûr, il y a des rumeurs, bien sûr, il y a des interrogations. Il y a un collège, cardinalice, qui a eu l'occasion de se réunir, là, pour le consistoire, pour la création de nouveaux cardinaux, pour, le synode. Les cardinaux, ne réfléchissent pas, ne se disent pas, «Et toi, tu votes pour qui la prochaine fois?» mais essayent de discerner entre eux quelles sont les priorités pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. C'est quand même là-dessus que ça se joue. Merci Philippine de Saint-Pierre d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. Bonne journée Philippine. Bonne journée à tous.